Bonjour et bienvenue derrière mes romans. Aujourd'hui, j'ai envie de continuer à explorer le comment ça se passe dans ma tête quand j'écris. Alors, pour écrire, j'utilise différentes méthodes. Parfois, j'écris avec un papier et un crayon, la bonne vieille méthode à l'ancienne, ce qui fait que derrière, je dois ressaisir sur l'ordinateur, mais c'est pas trop problématique. Et puis, j'utilise un outil qui est gratuit, qui est en ligne, qui s'appelle Scribook et que je peux avoir aussi bien sur mon téléphone que sur mon ordinateur et l'un et l'autre se synchronisent. C'est-à-dire ce que j'écris sur mon téléphone sera retrouvable immédiatement sur l'ordinateur et inversement. Alors, pour moi qui ai 42 ans bientôt, l'ordinateur est un écran infiniment plus confortable pour le travail. En revanche, eh bien, parfois les idées vont venir à droite, à gauche, au milieu quand je suis partie. Souvent quand c'est pas le moment, en fait. Et le téléphone est très pratique. Le fait d'avoir toujours aussi un carnet et puis un crayon pour écrire, c'est essentiel également. Sachant qu'en plus, l'avantage du papier et du crayon, c'est que ça ne tombe pas en panne d'électricité, de plus de batterie, de plus de réseau, de machin. Et c'est formidable. Et il y a un autre élément, moi, qui est extrêmement important quand j'écris, c'est la musique. Alors, je ne suis pas la seule auteure à écrire en musique, il y en a un certain nombre dans mon entourage qui écrivent avec de la musique, alors différents styles de musique. Et là où pour moi c'est important, c'est-à-dire qu'en fonction de la musique que je vais écouter, ce ne sont pas les mêmes personnages qui vont arriver pour me parler. Comme je dis, ce sont mes personnages qui me parlent. Et alors, comment ça se passe? Eh bien, quand j'ai écrit Les Anges d'Acier, j'ai écouté énormément de musique des années 1900, fin 1930, début 1940. Les premières années 40-45, des musiques des années 30 également, qui bercent un peu tout le monde, et beaucoup de musiques qui sont reprises aujourd'hui de chansons qui sont reprises aujourd'hui par des groupes de personnes qui font des animations de mémoire du temps de la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez notamment les Bluebird Bells, vous avez les Dee Darlings, que j'ai énormément écouté. Et en fait, quand j'écoute ces chansons-là, quand j'écoute des reprises de Vera Lynn, des reprises de Anne Shelton, du Maurice Chevalier également pour la version française, alors bien qu'elle soit moins patriote, Suzy Solidor pour son enregistrement de Lily Marlène, c'est en écoutant Germaine Tillon, évidemment, Lucienne Delille, bref. En fait, toute cette musique me plonge dans l'ambiance de ces années-là et déclenche quelque chose dans mon cerveau qui me permet d'écouter ce qu'ont à me dire mes personnages. Donc je vous ai parlé l'autre jour de Stillbird qui refuse de me laisser dormir quand je n'ai pas écrit ce qu'il a à me montrer. Vous avez Léontine qui a tendance à arriver, elle, quand je suis occupée. Alors souvent c'est à faire la vaisselle, à faire la cuisine ou à conduire. Léontine, elle aime bien venir quand je conduis ou quand je fais la vaisselle. C'est un temps que j'ai plus raisonnable. C'est un temps que j'étais un peu plus raisonnable. Eliane, elle s'incruste, elle, quand elle a envie. Mais c'est toujours choupinou avec Eliane. Toujours cette espèce de bon, bah écoute, si c'est pas maintenant, t'inquiète, je reviendrai. Voilà, donc j'aime beaucoup Eliane pour ça. Mais tout le monde aime Eliane. Tout le monde aime Eliane. C'est l'inattendu emblématique, j'ai envie de dire. En revanche, si je prends À l'ombre des cèdres, eh bien, À l'ombre des cèdres, ils ont commencé, en fait, Baudouin et Elinor à arriver
alors que je surfais sur YouTube et je cherchais un documentaire sur les chevaliers pour montrer à mes neveux. Parce que j'ai l'aîné de mes neveux qui est un grand, grand fan de Moyen-Âge et un grand, grand fan de chevaliers. Alors, j'ai la chance d'habiter pas très loin du Puy du Fou, pas très loin du château de Tiffauges également, qui a un immense conservatoire de machines de guerre. C'est assez génial. Euh, et qui a plein de petites thématiques super chouettes. C'est un site qui n'est pas assez connu. Enfin, si, qui est suffisamment connu parce que ça permet d'y aller sans qu'il y ait une grosse foule. Mais qui est très chouette à faire, surtout avec des jeunes et des enfants. Et en fait, je suis tombée donc sur YouTube en cherchant un documentaire que je peux lui montrer et qui est accessible à son âge, Musique des chevaliers. Bon, je me dis tiens, je vais écouter, on va voir ce que ça donne. Alors c'était, et vous la trouvez pas mal sous des hymnes de Templiers, machin, tout ça, ce sont des réenregistrements de chants grégoriens avec pour certains de la musique plus ou moins moderne derrière, voire dans certains cas, franchement, du hard rock derrière les hymnes grégoriens. Et ça marche hyper bien. Ça marche hyper bien, ça donne bien la dimension guerrière, notamment dans tout ce qui est musique de Templiers, d'Hospitaliers, qui étaient quand même des moines soldats. Et en fait, c'est en écoutant ça que le récit s'écrit quelque part, entre guillemets, tout seul. Alors je dis entre guillemets parce que faut que je retranscrive ce que je vois, ça me demande quand même un petit travail. Il faut derrière que ce soit écrit en français compréhensible et que je ne passe pas du coq à l'âne pour que le récit soit cohérent et que le lecteur y comprenne quelque chose. Ça m'implique aussi des recherches, comme je disais la semaine dernière. Je vois la scène, je l'écris et derrière je vais faire des recherches pour l'adapter afin qu'elle soit aussi crédible que possible et permettre que ça ait une cohérence historique quand même. Certes, j'écris de la fiction, certes, j'y mêle parfois un petit peu de fantastique, d'ésotérique, de ce que vous appelez ça comme vous voulez, mais j'essaie de faire en sorte qu'au moins le contexte historique global soit aussi cohérent que possible. Alors je sais que dans Les Anges d'Acier, je suis beaucoup plus douce que ce qu'était la vie militaire à l'époque, mais mon but était aussi de montrer comment ces personnes vivent l'éloignement, vivent le fait d'être expatriés, sans nouvelles des familles, sans possibilité de donner des nouvelles, d'échanger. Euh, pour moi, ça, c'était aussi un aspect important qui fait que j'ai choisi de les montrer aussi dans le personnel. Et parfois beaucoup dans le personnel. Alors, il y a des gens qui estiment que c'est trop dans le personnel et que ça ne va pas. Chacun ses goûts. Moi, j'écris l'histoire que mes personnages me demandent de raconter. Et j'écris l'histoire quelque part que la musique te me dicte. Alors, je parlais d'ésotérisme tout à l'heure. Il y a une journaliste qui s'appelle alors Corinne Sombrin, je crois que c'est un pseudonyme, mais je ne suis pas sûre, qui est à l'origine du film Un monde plus grand, avec l'actrice Cécile de France. Et en fait, cette journaliste, suite à un deuil, elle avait une quête spirituelle, et elle est allée rencontrer différents types de chamanisme tout autour du monde, donc aussi bien en Amérique du Nord qu'en Amérique du Sud, qu'en Mongolie. Et elle a enregistré des cérémonies chamanes, elle faisait ça notamment pour la BBC. Donc c'est une dame qui est française. Et en fait, en enregistrant une cérémonie chamanique au tambour en Mongolie, elle est partie en transe, elle s'est découverte chamane, donc elle s'est arrangée pour que économiquement ça soit viable, et elle est retournée en Mongolie pour être formée en tant que chamane.
Alors, vous pouvez retrouver son parcours dans des différentes interviews et conférences sur YouTube, et je vous encourage à le faire, parce qu'en fait, cette dame, quand elle est rentrée, elle a voulu comprendre. Comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fait que dans son cerveau, eh bien, le son du tambour chamanique va lui déclencher cet état de transe et va faire que dans l'état de transe, elle est capable de développer certaines caractéristiques euh, qu'on va dire extrasensorielles. Elle a voulu comprendre. Donc elle est allée voir des psychiatres, elle est allée passer des électroencéphalogrammes, des IRM du cerveau, enfin, plein d'examens. Je crois que notamment pour faire tout ça, elle a dû aller en Belgique parce que la France n'était pas forcément très ouverte sur le sujet. Mais elle a réussi à faire reconnaître scientifiquement l'état de transe, l'état de conscience modifié du cerveau. Et aujourd'hui, c'est enseigné, la transe cognitive, donc elle a fait appeler ça cognitive, pour ne pas dire chamanique par respect envers les chamans. Et en fait, eh bien, la faire connaître, et aujourd'hui, c'est enseigné comme méthode thérapeutique. Alors, j'insiste, méthode thérapeutique à pratiquer avec un thérapeute pour des raisons de sécurité, etc., etc. On ne fait pas n'importe quoi avec son cerveau. Mais pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce qu'en fait, moi, dans ma tête, je me demande pourquoi. Pourquoi une musique va me déclencher des images mentales qui correspondent à une époque, qui correspondent à l'histoire de personnages. Alors, ils sont fictifs, parfois ils sont inspirés de personnes réelles, parfois ils sont inspirés de récits d'anciens combattants. Après, moi, il y a le fait aussi que je consomme énormément de documentaires d'histoire, de témoignages, de choses d'archives comme ça, parce que pour moi, c'est une forme de détente. Chacun son cerveau. Et c'est quelque chose que j'adore avoir en fond sonore quand je fais une activité manuelle aussi. J'aime bien avoir un documentaire d'histoire, voilà, des choses comme ça. Mais ce qui peut expliquer que j'ai fabriqué certaines images mentales à force d'écouter ou de consulter ce genre de choses. Mais pourquoi une certaine musique va les déclencher? Pourquoi cette histoire? Est-ce que y a dans mon cerveau et dans le cerveau d'autres auteurs, parce que je ne suis pas la seule à écrire en musique, est-ce qu'il y a un truc qui fait que, ben, chez nous, la musique va activer une certaine zone? Je veux dire, la musique, enfin, on est beaucoup à adorer l'écouter. Chacun son style préféré. Il y a des gens plus éclectiques que d'autres. Et bah, c'est chouette. C'est super chouette. Maintenant, pourquoi, chez moi, pourquoi chez d'autres auteurs, la musique provoque des histoires? Et des histoires qui n'ont pas forcément à voir avec les paroles de la chanson ou quoi que ce soit. Je peux vous citer Élodie, ma correctrice, donc Élodie François de son nom de plume, qui est également autrice de romance. Et Élodie, elle vous écrit de la romance en écoutant du métal. Voilà, c'est pas ce qu'on indiquerait de plus romantique comme musique, et pourtant ça marche. Et elle vous écrit des romances magnifiques, vraiment avec des chemins de vie, des parcours de vie de personnages qui sont travaillés, fouillés, qui vous attrapent les émotions au ventre. Donc pas franchement ce qu'on se dirait avec du métal. Et ça marche. Donc voilà, moi ma question aujourd'hui, c'est pourquoi dans le cerveau de certaines personnes, il y a tout d'un coup un élément. Alors, chez moi c'est la musique, mais ça peut être aussi, le plus souvent c'est la musique. Mais ça peut être aussi une idée fixe parce que j'ai vu une œuvre, parce que on m'a parlé de telle chose, parce que il y a de l'actualité, voilà. J'ai vu un reportage, j'ai ci, j'ai ça. Il y a un lieu qui tout d'un coup me fait tilt. Et c'est un appel. C'est un appel, c'est le cerveau qui vient me dire, c'est une petite part de mon cerveau. Alors, pourquoi? Comment? Ça, j'en serais super curieuse de savoir quel mécanisme cérébral me fait dérouler comme ça
le fil d'une histoire. Bon, j'ai déjà pas mal causé. Je vous dis à bientôt derrière mes romans et je vous remercie d'avoir été à l'écoute.